deuxième heure de l'émission Transculture, l'association cadette. Bienvenue à toute l'équipe. Merci. Bonsoir. Merci. Bienvenue. Merci. Comment allez-vous? Ça va. Ça va super. Très bien, oui, merci. Pour les gens qui ne vous connaissent pas, qui êtes-vous? Quels sont vos pronoms? Qui commence? Ouais, alors moi, du coup, c'est Emma ou Manu. J'utilise les deux en fonction du contexte, donc peut-être que les deux sortiront. Pronom elle. Moi, c'est Morgane et mon prénom, c'est Il. Et moi, c'est Noé, du coup, et mon prénom, c'est Il. Et quels sont vos rôles dans l'association? Okay. Du coup, moi, je m'occupe avec Noé de la mise en scène. Et puis avec Morgane, on coporte le projet ensemble. Voilà. Oui, bah du coup, effectivement, le projet et l'association à l'origine a été créé par Emma et moi. Et moi, je joue sur scène et j'ai fait une bonne partie de la réécriture de la pièce. Voilà, et du coup, moi, comme Manu l'a dit, je suis co-metteur en scène, voilà, de la pièce. Et l'association s'est construite autour de quel projet? Tu y vas ou j'y vais? Allez, vas-y. D'accord. Alors, donc c'est une association c'est une compagnie de théâtre déjà plus qu'une association et qui s'est créée autour d'un projet qui est une réécriture queer de Cyrano de Bergerac. Donc Emma et moi on se connaissait d'avant parce qu'on avait travaillé ensemble sur un autre projet de théâtre. Et puis elle m'a dit mon prochain projet ce serait de faire une réécriture de Cyrano de Bergerac, c'est-à-dire qu'on reprendrait la même pièce et la même histoire, sauf qu'on changerait un truc. Parce que Cyrano à l'origine c'est l'histoire d'un homme qui pense que la femme dont il est amoureux ne pourra pas l'aimer parce qu'il a un grand nez et que du coup il est trop moche et qu'elle ne pourra jamais l'aimer. Et Emma m'a dit on va faire la même histoire sauf qu'il n'aura pas de grand nez, ça va être un homme trans. Et Roxane, dont il est amoureux, le sait, ne peut pas le voir en tant qu'homme et du coup ne peut pas tomber amoureuse de lui parce qu'elle a une vision extrêmement genrée des choses. Et à partir de là, on va dérouler la même histoire et on va montrer que finalement, quand on parle de différence, qu'on parle de laideur, qu'on parle de transidentité, on parle de la même histoire et on peut raconter la même chose. Donc notre objectif, c'était vraiment de faire un projet qui puisse parler à deux types de publics et si possible les mélanger. On voulait pouvoir faire un projet queer qui puisse parler de notre expérience, de la transidentité et des identités queer. Et on voulait aussi faire Cyrano de Bergerac parce que c'est quand même, ça reste la pièce qu'on monte et l'histoire qu'on raconte. Et on voulait vraiment pouvoir parler aux personnes queer qui ne connaissaient pas en leur faisant découvrir Cyrano de Bergerac et à l'inverse, faire parler de notre expérience à des personnes qui auraient plus une affinité avec Cyrano et qui pourraient découvrir du coup ce qu'on a voulu rajouter dedans. Et à moins que tu n'avais pas fini? Non, j'ai fini. Excusez-moi. Et l'association est constituée d'à peu près combien de personnes? Est-ce qu'elle est constituée de personnes hétéroclites? Bah du coup on est une quinzaine de personnes, c'est-à-dire qu'on a 11 comédiens-comédiennes, 2 metteuses en scène, une personne à la musique, composition et musique, et une personne qui a fait les costumes aussi. Et donc effectivement on peut dire que c'est assez hétéroclite parce qu'on a récupéré un petit peu dans différents milieux, pas mal des gens qu'on connaissait par le théâtre ou aussi par le jeu de rôle grandeur nature donc. Ouais, puis c'était aussi important pour nous, puisqu'on voulait s'adresser à un public assez varié, que cette variété, on la trouve aussi dans notre troupe. Donc on a des personnes trans, des personnes cis, on a même des personnes cis hétéros. Une majorité de personnes queer dans la troupe, mais on voulait aussi avoir cet effet un peu fédérateur, à la fois dans le public et entre nous. Et du coup, Morgane, comment ça s'est passé cette réécriture queer de Cyrano? J'imagine que ça a pris beaucoup de temps. On a commencé en 2022, vers septembre. J'ai fait la réécriture entre septembre et décembre de 2022. Et comment j'ai fait très linéairement. C'est-à-dire qu'on avait discuté avec Manu de qu'est-ce qu'on voulait conserver de la pièce d'origine et quel passage est-ce qu'on voulait réécrire, quel passage on voulait conserver. Et après, j'ai pris la pièce d'origine. J'ai déjà tout simplifié pour qu'on puisse avoir que 11 comédiens et comédiennes sur scène, alors qu'à l'origine, c'est une distribution prévue pour plus de 40 personnes.
J'ai enlevé tout ce qui me plaisait pas, parce qu'il y avait des choses encore sexistes, j'ai enlevé certaines répliques qui étaient grossophobes ou autres. Ouais. Et surtout, et après, c'était une adaptation de, à chaque fois que ça parlait de son nez, il fallait qu'à la place, ça parle de transidentité ou de sexisme. Et du coup, la réécriture s'est faite vraiment comme ça, étape par étape, en simplifiant et en transposant tout ce qui parlait du nez pour que ça se mette à parler de transidentité à la place. Sachant que ce qui était étonnant, c'était qu'il y avait pas mal de passages qui finalement n'ont pas été touchés, qui collaient de manière étonnante au sujet de la transidentité, quoi. C'était un peu... Enfin, moi, j'aime à croire que en fait, c'était un peu le sous-texte depuis le début. Mais bon, c'est à discuter. Sachant qu'on sait que le vrai Cyrano, parce que c'est un personnage historique avant d'être le héros d'Edmond Rostand, donc c'est très romancé ce qu'a raconté Edmond Rostand, mais c'est un personnage qui, on le sait, était au moins bisexuel ou homosexuel. C'était quelqu'un qui était queer, le vrai Cyrano. Et du coup, Noé, comment s'est passé aussi... comment tu as pu aussi construire toute la mise en scène sur cette réécriture queer? On va faire ça à deux voix peut-être, parce que clairement, c'est un travail de duo. Je pense qu'on a une approche qui... en tout cas pour moi, qui part vraiment des propositions des acteurs, où on n'avait pas de vision un peu a priori de ce qu'on voulait que la pièce soit, et dans notre manière de travailler, j'ai l'impression que l'intention c'est de laisser beaucoup de place à comment est-ce qu'eux ils s'approprient à la fois la question, à la fois leur personnage. Donc on travaille beaucoup sur des discussions de sens et de liens personnels à tel ou tel sujet, et à partir de là nous on fait aussi des propositions scéniques dans l'espace et de jeux, voilà. Je sais pas si tu veux... Non mais ouais, carrément quoi. En fait, moi je considère qu'un peu en mise en scène on est là pour apporter un regard extérieur, mais que le résultat final c'est le résultat vraiment d'un travail hyper collectif. Ouais. Et je pense que, pour moi en tout cas, dans l'approche de la mise en scène, c'était aussi important, en plus comme on traite de sujets qui sont parfois très personnels et difficiles, que ce soit vraiment un cadre sécurisant et bienveillant. Et dans mon vécu du théâtre, il y a pu avoir des approches très autoritaires du rapport entre metteurs en scène et comédiens, comédiennes. Et du coup, nous, on se détache un peu de ça, et je pense que ça aide aussi à ce qu'on aborde le sujet et à ce qu'on se lâche aussi dans l'interprétation. Voilà. Et justement, quelles ont été vos inspirations artistiques pour la pièce? C'est une grande question. Je pense que c'est difficile de citer des inspirations précises. Moi, je sais que souvent, si par exemple j'ai une idée d'un truc, je pense que je fonctionne un peu en lubie, en mise en scène. Je me dis, tiens, j'ai trop envie que ça fasse tel effet. Je vais parfois me raccrocher à soit des choses que j'ai déjà vues en théâtre, ou même des fois en cinéma, ou des clips de musique ou des trucs comme ça. Je me dis, tiens, ça a créé tel effet. J'ai envie qu'on essaye de créer le même. Alors souvent, on va pas réussir à créer exactement le même, mais on va réussir à s'approcher de quelque chose qui, du coup, fait qu'on est parti d'une impulse, que ça a amené ça, mais qu'en fait tout le monde y a participé. Mais bref, moi je saurais pas citer des références spécifiques. Ouais. Ou en tout cas pas des références artistiques. Moi je m'inspire beaucoup d'interactions que j'ai connues pour approcher une sincérité et une vérité qui parlent. Après pour moi l'enjeu c'était aussi de se détacher de la version du film qui est connu avec un acteur dont on ne citera pas le nom. Mais voilà, que c'était, pour moi c'était par là que j'avais été introduit à la pièce à la base il y a longtemps, et du coup c'était un peu un enjeu de vraiment se libérer de cette version là et de se l'approprier, quoi. Et donc je l'ai intentionnellement pas du tout revu pendant toute la première partie de répétition, et après je l'ai regardé il y a pas si longtemps, et franchement c'est mieux ce qu'on fait. Voilà. Avant qu'on commence le projet, je m'étais re-regardé plusieurs versions différentes, donc je suis pas sûr d'avoir regardé ce film là, mais des extraits c'est sûr, mais peut-être pas en entier, mais plusieurs versions, plusieurs mises en scène de théâtre filmé, ainsi que le film Cyrano, la comédie musicale, film américain avec Peter Dinklage qui est sorti en 2020 je crois, ou en 2019. Donc c'est en anglais, donc c'est plus du tout de l'alexandrin, il y a des chansons. Cyrano, c'est très intéressant parce que Cyrano n'a pas de grand nez, mais c'est un nain. Mais le mot nain est prononcé que 2 fois dans tout le film en fait. Et du coup c'est aussi une réécriture qui a une transposition. Du coup c'était assez intéressant là-dessus. Et
c'était très intéressant de se dire effectivement de ne pas rester attaché à une version de Cyrano et de faire la nôtre en ayant conscience qu'il y a déjà plein de choses qui ont été faites. Ouais. Et pour moi, un truc qui était fort, c'était, je trouve que justement le fait de changer ce paramètre qui est très simple finalement, de passer d'un personnage qui a un grand nez à une personne trans. Enfin, pour moi, ça approfondit carrément le sens de la pièce, quoi. Et moi, j'étais très attaché au texte à la base, qui est joliment écrit. Et là, pour moi, il prend vraiment une autre dimension, qui est beaucoup plus profonde, quoi. Et du coup, quelle est votre façon de travailler, répétition, démarche créative? Comment est-ce que l'association fonctionne là-dessus? Eh ben, généralement, on se retrouve... Alors, on a plusieurs modes de répétition. Soit on va se retrouver, le plus courant, c'est sur des répétitions en soirée, dans lequel on va généralement être... On va se dire, tiens, on va travailler telle scène ou tel acte, donc on va inviter à venir que les personnes qui sont concernées par ça. On a toujours... Et puis, en plus de ça, on a des week-ends entiers de répétition, mais on en parlera peut-être plus un peu après des week-ends de résidence. En gros, la démarche, ça va être, quand on travaille une scène pour la première fois, on va déjà se la refaire un coup en répétition à l'italienne, comme on dit au théâtre, donc ça veut dire on fait que le texte. Ça permet aussi de s'assurer qu'on est bien OK au niveau de l'apprentissage du texte et tout. Tout le monde apprend son texte en amont, ça y est, une discipline assez incroyable sur le projet qui est vraiment assez rare. Je pense que j'avais jamais vu une telle discipline sur un projet de théâtre en vrai. Enfin, en tout cas en théâtre amateur, je sais pas comment c'est dans les milieux pro. Donc on fait un coup là, en italienne pour bien voir, pour se remémorer les trucs. Et ensuite, on a un temps de parole où chaque personne peut exprimer quelle est ma vision de cette scène, quelle est la vision de mon personnage dans cette scène. C'est quelque chose qu'on a instauré en cours de route et on s'est rendu compte qu'en fait il y avait besoin de ça pour qu'on se mette d'accord à l'avance sur ok, c'est quoi qu'on raconte exactement dans cette scène et qu'on puisse éventuellement en débattre avant. Ça évite d'avoir des frustrations pendant, de se rendre compte qu'on s'est mal compris ou des choses comme ça. Souvent sur une séance typique, on commence pas par ça directement. On a un moment d'échauffement, en général sur musique, où on essaie de se détendre un peu, de reconnecter avec notre corps. On essaie d'avoir toujours un moment aussi, un tour de parole rapide au début, où on peut dire juste parler de notre état émotionnel, dire si ça va, dire si on a une information du style attention, j'ai mal au dos aujourd'hui, ou des choses comme ça. Ça permet aussi de se décharger si on a besoin de se décharger et de passer à autre chose, quoi. Et puis ensuite, quelque chose que moi j'aime beaucoup, c'est d'essayer d'amener des échauffements dans lesquels il va y avoir un peu des exercices en même temps qui, généralement, ou en tout cas dans l'objectif, font travailler quelque chose qui va être utile pour le reste de la séance. Donc par exemple nous faire travailler une ambiance ou un état d'esprit qu'on a envie de retrouver dans les scènes d'après. C'est pas toujours très efficace, c'est des fois un peu expérimental, mais dans le pire des cas, ça fait toujours un moment de cohésion en fait. Et ça nous permet de démarrer la séance et de vraiment s'échauffer et ensuite de se dire ok, on s'est bien retrouvé, on s'est rééchauffé, on a fait du théâtre ensemble, on a testé des trucs, maintenant go, c'est parti, on rentre dans le dur de la scène, quoi. Donc justement, avant que la session aussi se construise, j'avais une question. Comment est-ce que vous avez réussi à tous voir, comment dire, comment s'est passé, on va dire, le recrutement, entre parenthèses, des différentes personnes pour ce projet-là? À l'origine, c'était 2 personnes, donc Emma et moi. Assez rapidement, on a isolé le fait qu'il y avait 5 rôles principaux dans la pièce. Et du coup, on a recruté ces 5 personnes-là, qui étaient des personnes qu'on connaissait, qu'on avait déjà vu jouer, avec qui on avait joué de préférence, avec qui on était à l'aise, et à qui on faisait confiance pour apprendre le texte des 5 rôles principaux et être présent et présente à toutes les répétitions. Et une fois qu'on a eu ce noyau dur de 5 personnes plus Emma à la mise en scène, on s'est dit qu'il fallait qu'on cherche des personnes pour compléter la troupe, sachant qu'on avait 6 rôles secondaires de personnes qui devaient prendre plusieurs petits rôles dans la pièce. Et du coup, on a fait un appel autour de nous. Donc, il y avait des personnes qui avaient déjà joué avec nous, des personnes que Manu connaissait. Moi, il y avait des personnes que je connaissais via soit du théâtre, soit du jeu de rôle grandeur nature que je fais par ailleurs.
Et en plus, on a passé des messages sur Facebook, ce qui fait qu'on a reçu des messages pendant quelques semaines de gens qu'on avait croisés il y a des années parfois qui nous disaient « Ah, je referais bien du théâtre avec toi ». Et après, on a fait une rencontre où on a rencontré les personnes qui étaient intéressées, et notamment Noé. C'est à ce moment-là que Noé entre en scène. Et du coup, on a mangé tous ensemble et on a bien rigolé. Et à la fin, Emma et moi, on s'est dit « Mince, faut qu'on choisisse maintenant, on a envie de prendre tout le monde comme on fait ». Et au final, ça s'est plutôt bien goupillé parce que avec des personnes qui s'étaient engagées puis qui finalement n'ont pas pu, on a pu prendre toutes les personnes qui nous avaient contactés. Et du coup, au final, la troupe aujourd'hui est constituée de toutes les personnes qui nous avaient répondu quand on a fait ce premier appel, plus notre claveciniste qui nous a rejoint plus tard dans le projet. En cours de route, ouais. Justement, j'ai appris en préparation avec Emma qu'il y avait de la musique dans la pièce. Pouvez-vous nous en dire plus ? Ouais. Alors c'est effectivement arrivé un peu tardivement. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu beaucoup de choses dans le projet viennent juste d'idées comme ça. Je me dis ce serait trop cool qu'on fasse ça, et des fois on arrive à le faire, et des fois c'est juste pas possible. Là, ça a été possible. En fait, il y a dans la réécriture. Je crois qu'on parlera peut-être un peu plus après des éléments vraiment queer de la réécriture. Il y a un espèce de lieu secret qui est un peu un bar clandestin queer au XVIIe siècle, comme ça. Et déjà, comme il en existe. Et en fait, c'est introduit par une scène qui est une chanson. Et donc, moi, il y a quelqu'un, donc c'est une amie que je connais depuis des années. Dont l'histoire de la musique et la composition est le métier. Et je vais le voir, je lui dis mais imagine au XVIIe siècle un lieu comme ça qui serait un bar clandestin queer et qui ait de la musique qui soit jouée dans le bar. Ce serait quoi comme instrument ? Sa réponse c'est en fait ce serait sûrement du clavecin. C'était pas les seuls instruments qu'on a cités à ce moment-là, mais je les ai oubliés. Désolé Gabriel si tu nous entends. Et du coup bon ok. Et en fait, toi, tu penses tu pourrais jouer du clavecin en live sur scène ? Puis ça a été le début un peu d'un dialogue. Et donc on a commencé à faire des tests. Nous, avant ça, on avait déjà commencé à travailler cette chanson-là, mais à partir de musique qu'on avait trouvée sur YouTube qui nous permettait juste de bosser, quoi. Ouais. Donc on avait déjà quelque chose d'un peu mis en place pour la chanson. Ensuite, il y a eu pas mal de rencontres, de préparation, notamment entre Gabriel qui nous fait de la musique et Swan qui chante dans la pièce, qui est le comédien qui chante aussi dans la pièce, pour vraiment préparer un truc, préparer une mélodie, composer quelque chose. Donc il y a eu beaucoup d'étapes, il y a eu plusieurs moments où on s'est dit waouh, où est-ce qu'on va et tout, et en fait finalement on est arrivé à quelque chose qui rendait très bien. Tout le monde était très fier du résultat. Et après on voulait mettre du clavecin partout, quoi. Mais ouais. Il y en a sur les transitions. C'est-à-dire qu'on a réussi à trouver, à faire une location d'un clavecin électrique qui avait un super rendu et qui était d'une taille qui faisait que ça passait très bien. Et en fait on se dit maintenant que ce clavecin est là, qu'on a quelqu'un qui nous joue de la musique, et en fait on va habiller les transitions par de la musique aussi. Et ça rajoute un cachet que je trouve qui est assez hyper intéressant. Ouais, et puis en plus, comme Gabriel improvise généralement ses musiques de transition, il s'adapte un petit peu à l'ambiance qu'on a mise en place à la fin d'acte pour faire une transition vers ce qu'on va faire ensuite. Et c'est assez chouette pour accompagner justement les transitions d'ambiance. Mais les musiques jouées au clavecin, elles sont dans l'esprit du XVIIe siècle, en termes d'orchestration, en termes de mélodie, de rythme. Carrément, oui. C'est joué et composé par quelqu'un qui est spécialiste de ça. C'est l'idée. Et je voulais savoir, sur la partie décor, justement, sur la partie mise en scène, si au niveau de comment ça se passe dans les coulisses, dans les loges, au niveau costume, au niveau décor, au niveau peut-être maquillage, comment ça se passe ? Est-ce que vous avez une personne qui est vraiment dédiée sur cet aspect costume, etc. Alors, on a une personne... Ça, c'était la question. Quand on a commencé le projet, je me souviens qu'on a décidé que l'histoire resterait au XVIIe siècle. Manu m'a dit, mais comment on va faire les costumes ? Et je lui ai répondu, t'inquiète, j'ai Florine. Florine, c'est ma copine, qui est une personne incroyable d'ailleurs, et qui fait du jeu de rôle grandeur nature avec moi, et qui adore faire des costumes, et qui m'a dit, t'inquiète, je peux faire les costumes de toute la pièce. Et du coup, elle a effectivement créé, il y avait plusieurs...
On s'est débrouillé avec ce qu'on avait, parce que quand on fait du jeu de rôle grandeur nature, on a beaucoup de costumes dans les placards. Mais elle a notamment créé un uniforme pour la compagnie militaire des cadets et cadettes, où elle a fabriqué 7 uniformes en série adaptés à la taille de chacun et chacune. Et ensuite, pour les personnages qui avaient des besoins de costumes particuliers, comme Cyrano ou De Guiche ou Roxane, elle a pu créer des costumes spécifiquement pour ces personnages-là. Et on en a cousu une partie nous-mêmes, on a eu des séances où on a tous cousu nos boutons en même temps, c'était très mignon. Et après, avoir une représentation, on se débrouille. Chacune gère son costume, gère son maquillage. C'est eux qui ont besoin d'assistance, notamment les personnes qui ont besoin de faire des coiffures un peu compliquées, on les aide. Mais on n'a pas de personne dédiée pendant les soirées de représentation. Et quels sont les aspects que cette pièce, c'est une réécriture queer? Oula. Beaucoup de choses à raconter. Ouais. Au début, je pense qu'il y a eu un côté où les premières fois où on s'est vu pour parler du projet, où on a eu un espèce de gros brainstorming, où on a balancé toutes les idées, tous les machins queer qu'on pouvait voir dans Cyrano, on les a évoqués, quoi. Donc on n'a pas pu tout faire, et ça aurait été n'importe quoi. Oui. Mais il n'y a pas que le fait que Cyrano est un homme trans. Non, l'idée, c'est aussi qu'on s'est dit... Alors, on voulait mettre en évidence le fait que Cyrano était un homme trans et que c'était compliqué. Donc du coup, il fallait pas que tous les personnages soient queer non plus. Mais on s'est attaché à ce que tout ce qu'on pouvait transposer en rajoutant de la représentation queer, on a essayé de le faire. Donc notamment, il y a Ragno, qui est normalement un pâtissier, qui devient une personne gender fluide, qui est interprétée par Swan, justement, qui chante et qui du coup change de costume en passant d'un costume masculin à un costume féminin en changeant de lieu. On a aussi essayé de féminiser tous les rôles qu'on a pu, notamment le personnage qui est normalement, il y a 2 personnages dans la pièce d'origine, il y a le meilleur ami de Cyrano et il y a le capitaine des cadets de Gascogne, on les a fusionnés en une seule, qui est la capitaine des cadets de Gascogne et la meilleure amie de Cyrano. Et on a aussi fait des cadets et cadettes, d'où le nom de l'association, une compagnie mixte, où il y a des soldats et des soldates, et des personnages masculins cis-hétéros qui crachent dessus et qui pour essayer à la fois d'offrir une diversité et à la fois de rappeler que on se place dans une époque où c'est pas accepté et dans un milieu où c'est pas accepté. Mais dans une époque où ça existait, quoi. Oui. Enfin, c'était important pour nous aussi de dire que c'était pas historique, quoi, en fait. Enfin, que c'était des personnes qui occupaient l'espace, qui avaient probablement leur lieu de sécurité aussi, et que c'est pas... oui, enfin, bref, je perds mes mots. Mais voilà. Tu veux dire que c'est pas ça qu'on lit dans les livres d'histoire? Exactement, voilà, non, c'est ça. Et il y a aussi un aspect, si je peux parler un peu plus du personnage de Cyrano, qui est mon personnage. Un aspect que j'aime beaucoup dans le fait que ce soit une réécriture queer, c'est que à l'origine, Cyrano, c'est un personnage qui a une masculinité toxique atroce. Il arrive sur scène au début pour interrompre une représentation parce que juste ça lui plaît pas et qu'il a besoin de parler plus fort que les autres. Et le fait de transposer sur une personne transmasque qui est en souffrance fait que d'un seul coup, cette masculinité toxique, elle prend une autre dimension. Parce que ça devient de la surreprésentation, ça devient du surjeu pour essayer de trouver cette légitimité que les autres ne lui donnent pas. Et du coup, elle devient intéressante, toujours aussi toxique, hein, mais elle prend une dimension qui est supplémentaire. Et vas-y, pardon. Je voulais dire, on a rajouté aussi des petits chips et des crushs gays et lesbiens, mais ça, peut-être qu'on va pas les spoiler. Venez voir la pièce, vous verrez, il y a des trucs un peu croustillants. On ira voir la pièce. Avec plaisir. Yann, on ira ensemble. Hein. Puis il y a aussi quand même ce lieu, la limonaderie secrète, du coup, qui est un peu la plus grosse déviation de l'histoire d'origine, puisqu'on rajoute derrière la pâtisserie, il y a cette espèce de safe place queer, dans lequel on peut avoir un petit morceau de communauté queer, pour lequel, évidemment, malheureusement, si ça a existé, on n'en a aucune trace, mais c'est absolument pas impossible que ce genre de choses ait existé. On a des traces plus récentes, mais plus au 19e siècle, de milieux clandestins comme ça qui ont pu exister à Paris, quoi. Donc on a voulu montrer ça, mettre des paillettes un petit peu dans les yeux. Je me posais la question, mais d'où vient le nom Cadet Cadette ? C'est
C'est le nom d'origine. En fait, dans la pièce d'origine, Cyrano et Christian font partie de la compagnie des Cadets de Gascogne, qui est une compagnie militaire inventée par Rostand pour la pièce. Et donc, du coup, c'était le moyen de nous donner un nom de compagnie, les Cadets, sauf qu'on l'a mis en inclusif pour représenter l'esprit de la pièce. Je vous propose, si vous êtes OK, de nous jouer un petit extrait de la pièce. Okay. Alors, l'extrait qu'on a choisi, c'est... Quand on parle de Cyrano, généralement, les gens nous parlent toujours de la tirade du nez, qui était effectivement la plus difficile à transposer, vu qu'elle parle de son nez, comme le nom l'indique. Et du coup, on l'a transposée en une tirade qu'on a appelée la tirade du sexisme, qu'on vous propose de faire maintenant. Du coup. Ah, super. Noé, si tu veux bien me donner la réplique. Ouais. Attendez, je vais lui lancer un de ses traits. Vous ressemblez à une femme. C'est vrai. Ah. C'est tout. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme. En variant le ton, par exemple, tenez, agressif. Si ma voix aussi claire sonnait, pour sauver le cristal, j'apprendrais à me taire. Prévenant. Posez donc cette épée sur la terre, ma mignonne, c'est mieux avant qu'elle ne vous blesse. Inquiet. Ne parlez plus, de peur que la vieillesse vienne creuser des rides à ce joli minois. Galant! Lorsque vous sortirez, prévenez-moi, car il faudra, monsieur, qu'on vous tienne la porte. Styliste! Mais quel est cet habit que l'on porte? Une robe irait mieux à cette taille fine. Flatteur! Mais quittez donc cette mauvaise mine. Lorsque vous souriez, vous êtes bien plus belle. Désolé. Oh, pardon, mademoiselle. Grand prince! Ah, c'est le mauvais moment du mois. Je vais vous pardonner tous ces éclats de voix. Docteur, quelle chance pour vous d'être à Paris. À l'Hôtel-Dieu, on sait bien traiter l'hystérie. Condescendant. Souffrez que je vous nomme elle. Votre visage est fin, l'erreur est naturelle. Suspicieux. D'être un homme, êtes-vous persuadé? Naïf. Oh, mais quelle immense aiguille à broder! Et enfin, à la vue de mes traits de poupée, vous m'auriez pu, messire, en rangeant votre épée, lancer, en parodiant Rodrigue au désespoir, à vaincre une donzelle, on triomphe sans gloire. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit... Ah, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot sot. Eussiez-vous d'ailleurs eu l'invention qu'il faut pour pouvoir, là, devant ces nobles galeries, me servir ces folles plaisanteries? Que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une, car je me les sers moi-même avec assez de verve, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. C'est impressionnant. Wow. J'adore les frissons à chaque fois. Et pourtant j'ai l'habitude de l'entendre maintenant. J'adore faire ça. Et en plus, c'est adapté au langage de l'époque aussi. Bah en fait, c'est vraiment une transposition pour le coup. C'était l'objectif. Là, le début et la fin sont le texte d'origine, enfin sauf vous ressemblez à une femme, c'est pas le texte d'origine. Mais voilà, ah non, c'est un peu court, jeune homme, on pouvait dire oh Dieu, bien des choses en somme, c'est le texte d'origine. La fin, voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'avez dit, si vous aviez un peu de lettres et d'esprit, c'est aussi le texte d'origine. Et entre les deux, tout est transposé. Donc normalement, c'est agressif, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Et nous, c'est agressif, si ma voix aussi claire sonnait pour sauver le cristal, j'apprendrais à me taire. Et c'est vraiment représentatif de l'esprit de la pièce. On a gardé le texte d'origine, on a gardé les alexandrins, on a gardé tous les passages qu'on trouvait magnifiques, parce qu'on voulait aussi jouer Cyrano de Bergerac, hein. Et on a réécrit en intégrant des passages qui parlaient plus de choses qu'on pouvait vivre, et notamment celle-là, c'est un florilège de tout ce qu'on peut entendre quand on a un passing féminin, et que dès qu'on est un peu en colère, on nous dit que c'est parce qu'on a nos règles. Et comment arriviez-vous à fidéliser les membres de la troupe?
Et bah pour le coup, c'était un truc qui était assez étonnant parce que comme on a dit tout à l'heure, il y a 5 personnages principaux et après il y a beaucoup de personnages secondaires. Donc moi, en entrant dans le projet, j'étais un peu inquiet qu'il y ait des déséquilibres en termes de personnes qui se sentent pas forcément valorisées ou qui trouvent pas leur place dans le projet. Et en fait, je pense que il y a eu très vite une cohésion très forte du fait que, comme je disais tout à l'heure, c'était des sujets un peu émotionnels. Et du coup, c'est devenu aussi un espace de soins, je pense notamment aux résidences sur les week-ends. Et en fait, on s'est tous beaucoup attachés les uns aux autres, quoi. Enfin, moi, je me souviens des débriefs dans la voiture en revenant des week-ends de théâtre où on débriefait toutes les émotions qu'on avait ressenties et comment ça nous faisait penser à notre relation avec notre père. Enfin, voilà. Donc, la pièce est devenue un peu un support pour parler de plein d'autres choses de nos vies, quoi. Et je sais pas si tu penses à d'autres choses sur la question de la fidélisation. Il y a le fait que quand on a recruté au début aussi, contrairement à beaucoup de projets de théâtre amateur, on va se dire on se retrouve, on va bosser pendant 6 mois à 1 an et ensuite on joue et après c'est fini. Là pendant qu'on recrutait, on disait voilà, on aimerait on a des dates, on a un horizon, mais on aimerait pouvoir continuer à le monter au suite, donc on cherche des gens qui ont envie de s'engager pour plus aussi. Il y avait cette dimension-là aussi. Il y avait le contrat de départ qu'on rejouait sur 2023-2024 et que du coup les gens prenaient un engagement plus dans la durée. Mais c'est vrai qu'on aurait pu avoir quelqu'un qui dit finalement non, ou voilà. Et en fait, personne, tout le monde tourne encore là, quoi. C'est chouette. C'est vraiment l'équipe du début et ça c'est assez génial aussi. Et comment arrivez-vous sur scène à gérer vos émotions? Moi, c'est vraiment la question que je me pose. Gérer les émotions, c'est-à-dire par exemple, s'il y a des sujets qui peuvent toucher peut-être certaines personnes durant la pièce, sur un moment vécu. Et j'imagine que c'est peut-être pas forcément simple, en fait, tout simplement. En fait, je m'en sers. Ouais. Mais moi, très souvent, je me retrouve à parler de... à la fois, j'ai fait la réécriture, à la fois, je joue Cyrano, et à la fois, je suis trans dans la vraie vie. Donc, il y a des moments où, quand je parle sur scène, c'est moi qui parle, parce que c'est mes mots. Et il y a une tirade, notamment, qu'on appelle la tirade du coming out. Celle-là, à chaque fois que je la fais, c'est un vrai cri du cœur, en fait. C'est ce que j'ai envie de dire, moi, au public, à ce moment-là. Et je me concentre sur ces émotions-là, et je me concentre sur toutes les raisons pour lesquelles j'ai écrit cette tirade, et tout ce que je mets derrière. Il y a un effet très libérateur aussi de crier ça au public à un moment. Donc, comment je gère mes émotions sur scène? Je les gère pas. Je m'en sers et je les lance à la face du public en espérant que ça touche des gens. Et même parler que vous faites des week-ends de résidence. Comment ça se passe? En fait, on a la chance, au début, quand on cherchait un petit peu des moyens de répéter et tout, en fait, c'était compliqué de se dire on va mettre en place un rendez-vous hebdomadaire avec tout le monde ou des choses comme ça, parce qu'il y avait énormément de travail aussi. Donc on a mis en place des rendez-vous qui étaient quasiment hebdomadaires, voire plus, mais pour vraiment beaucoup avancer et avoir des moments avec tout le monde, on s'est dit qu'on allait travailler sur des week-ends entiers. Et c'était quelque chose pareil qu'on a annoncé au moment du recrutement en disant voilà, on cherche des gens qui vont être disponibles pour ponctuellement des soirs, mais quelques week-ends. Et donc on a de la chance d'avoir un couple d'amis avec qui on a déjà fait du théâtre, qui se sont installés dans une maison à 1 heure de Lyon, qui ont l'objectif d'en faire un lieu de résidence pour du théâtre. Et donc on a un petit peu, pas vraiment inauguré parce que c'est pas encore complètement prêt à ça, mais on peut inaugurer. mais oui, on a pré-inauguré, quoi. On est venu éprouver un peu le concept. Et donc en fait, c'était vraiment c'était à la fois des moments de vide de troupe et des moments pendant lesquels, en fait, à chaque fois, notre rythme de répétition, ça a été généralement, on faisait 1 mois sur un acte et on avait un week-end de répétition qui clôturait ce mois-là, pendant lequel on se terminait par notre acte, il est prêt, il est bon, il est bouclé, tout marche, quoi. Et on se le montre les uns aux autres aussi. Ouais. Et du coup, on le montre, comme du coup, ce couple d'amis, c'est des gens qui font du théâtre. À la fin, on leur montrait. Et puis, on pouvait avoir leur retour et tout, c'était génial. Et donc, c'était des week-ends de répétition dans lesquels il y avait énormément de temps de répétition, mais aussi des moments de vie, quoi. Ah, mais c'était week-end colonie de vacances. C'était bien. Mais en plus, ce qui était bien, c'est qu'on était dans une maison à la campagne. Donc, pendant que sur le plateau, il y en avait qui étaient en train de travailler des scènes parfois très émotionnelles, dans la salle d'à côté, il y en a qui étaient en train de jouer aux jeux de société. On les voyait par la fenêtre en train de se courir après dans le jardin. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a des projets futurs à venir?
Pas du tout. Tellement pas. Officiellement, rien du tout, mais c'est Non. plus parce qu'en fait, on est vraiment la tête dans Cyrano. Bien sûr. Mais peut-être qu'il y en aura. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'idées qui existent, en tout cas. Il y a des idées qui existent, il y a une envie de rester ensemble parce qu'on s'entend vraiment bien dans la troupe. Pour l'instant, il n'y a pas de projet futur. Pour l'instant, c'est on va jouer Cyrano. On va essayer de le jouer le plus possible et de le porter le plus possible. Et après, on verra. Mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que en tant que troupe, on constitue un bon terreau pour faire d'autres projets ensuite. On verra. Et s'il y en a pas, c'est pas grave. Mais Il y a des gens de la il y a troupe- moyen, quoi. il y a des gens de la troupe qui veulent écrire Roméo et Jules. C'est pas la seule idée Il y en a- d'autres il y en a eu réécritures d'autres. queer que j'ai entendu dont j'ai entendu parler. Et qu'est-ce que je voulais savoir? Oui, si vous avez déjà performé sur... vous avez déjà eu des dates durant l'année 2023. Oui. On a joué 3 fois, les 15, 16 et 17 juin 2023. Et là, on n'a pas joué depuis 8 mois et on va rejouer très très bientôt. Donc oui, on a déjà joué la pièce 3 fois. Et comment ça se passe pour réserver, pour participer, Tu veux y aller ? pour être dans le public? Eh bien, excellente question. N'hésitez pas à réserver. Pour l'instant, à l'heure où on part aujourd'hui, donc moins d'une semaine avant la première, il y a déjà un soir de complet. Alors, on va jouer à 2 endroits cette année. On a 6 dates en février, donc 15, 16, 17, 22, 23, 24. Sans que le 17 est déjà complet à l'heure où on parle. Pour réserver, c'est sur le site du théâtre où on joue, irepsen.com. Et nos dates en avril. En avril, c'est 18, 19 et 20 avril. C'est au théâtre Acte 2, à côté de Valmy. Et la réservation est possible sur le site du théâtre et sur Billets Réduc aussi. Les personnes qui ont pu réserver ont réservé par Billets Réduc. Sur nos réseaux, vous pouvez trouver un lien dans lequel il y a les liens de tous les liens de réservation qui sont là. Il faut taper Cyrano, une réécriture queer ou... Généralement, ça marche. On tape Cyrano, une réécriture queer, on tombe sur nous. Et si vous auriez un conseil ou un slogan, que diriez-vous? Un slogan. On a un cri de guerre. Ouais, on a un cri de guerre. Je sais pas. Avant chaque, c'est une tradition un peu théâtrale d'avoir Ouais. de se faire tout le monde met la main et on lance notre cri de guerre comme ça avant chaque représentation. On a besoin d'avoir la répétition avant de jouer, c'est un moment hyper important. On a besoin de se recentrer, d'avoir un esprit de groupe très fort. Et donc ce rituel-là, le cri de guerre, notre cri de guerre, c'est j'ai fini les gâteaux, monsieur de Bergerac. C'est notre réplique préférée de la pièce. C'est notre réplique préférée de la pièce. À chaque fois qu'Antigone l'a dit, on est mort de rire. Et avez-vous déjà eu certains retours de la pièce? Ouais, bah du coup, comme on l'a joué 3 soirs en juin dernier, on a eu pas mal de retours qui étaient hyper émouvants. Du coup, comme on disait au début, il y a à la fois une partie du public qui est là pour voir Cyrano et qui se retrouve à avoir 2h30 sur les questions queer, notamment des répliques qui sont assez pédagogiques. Enfin voilà, c'est pensé aussi pour ce public-là. Exactement. Ouais. Et qui du coup sont venus nous voir après coup en nous disant que c'était la première fois qu'ils entendaient parler de ces questions-là ou de cette manière-là. Et il y avait des retours hyper touchants. Et puis après, on a aussi amené nos familles respectives. Donc c'était aussi un enjeu... Voilà, pour ça. Et après, on a aussi les copaines queer qui sont venues voir la pièce, qui ont été aussi touchées. Et ça, c'est autrement émouvant, quoi. De sentir que ça parle aussi à des personnes concernées. Non, globalement, c'était des retours trop beaux, quoi. Après, les retours négatifs, on les entend pas. Ouais, on les écoute pas trop. On n'est pas contre d'ailleurs, hein. Si vous venez voir la pièce et qu'il y a des trucs que vous n'avez pas aimé, vous avez le droit de nous le dire. Des fois, c'est frustrant d'avoir que des retours positifs. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui n'ont pas tout aimé, quoi. Et on aimerait bien savoir pour s'améliorer ensuite. Et du coup, je pense qu'on va y aller. Hein. Je pense que là, déjà réservé, presque. Ouais, et où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux?
On a un Instagram qui s'appelle les_cadets.tes. C'est vrai que c'est pas très pratique comme notre compte. Non, vraiment. Et on a une page Facebook aussi. Ouais. Bon, de toute façon, on mentionnera tous ces liens, Oui. contacts sur le petit descriptif de l'émission, évidemment. Top. Et nous, on vous enverra aussi le lien de la vidéo, de tout. Merci. Ça marche. Je t'enverrai tout ça, puis tu dispatcheras. Voilà. Et ben, en tout cas, merci beaucoup pour cette interview et pour cette magnifique tirade. Merci beaucoup. Bravo, très, très impressionnant. Merci à vous pour l'invitation. En tout cas, on a appris encore beaucoup de choses Complètement. durant cette émission Complètement. France Culture. Ouais. Et- Oui, c'est pas souvent qu'on va sur l'expression théâtrale, en fait. Ouais. Hein, J'ai trouvé ça intéressant, du coup. Merci Emma de m'avoir Ah. contacté. Bah, avec grand plaisir. C'est grâce à toi aussi. Et ben, moi, c'était un honneur de vous recevoir. Ah, merci beaucoup. Merci. Et on a hâte maintenant de venir vous voir sur scène. Et Mais nous, pour... on a extrêmement hâte de jouer. Ouais, Oui, ouais. on attend que ça Les n'en temps, peut là. plus. Eh bien, à très vite alors. et À très vite. À très vite. Et la- maintenant, générique de fin. Anne, où tu voulais rajouter Oui, quelque je voulais chose? juste Pardon. rajouter que la prochaine émission, du coup, sera le 6 mars. La prochaine émission de Transculture, De Transculture, sera oui. le 6 Oui. mars. Et toi, on te Et retrouve du bientôt, coup, j'en profite pour rappeler que la prochaine émission de Fast Track, qui est une émission musicale sur les découvertes LGBTQIA+, découvertes musicales évidemment, aura lieu alors mardi prochain sur le YouTube Ouais. et mercredi prochain en rediffusion sur une radio célèbre de Saint-Brieuc. Voilà. Merci encore à vous. Merci. Merci. Et puis, Merci. au plaisir de vous retrouver en salle, du coup. Absolument, très vite. Ouais. Générique.